Et on poursuit cette matinée de présentation avec Actes Sud Jeunesse, avec Isabelle Péourtic, avec Cathy Mayou et avec François Martin qui me rejoignent. Et Isabelle, c'est à toi que revient le mot d'introduction. Bonjour à tous. Eh bien, donc cette rentrée d'Actes Sud Jeunesse, elle est vraiment là, on va laisser la part belle aux albums et on va laisser la part belle à l'humour, à la fantaisie, à la bonne humeur, plein de choses dont on a vraiment besoin en ce moment et dont je pense les enfants ont aussi un grand besoin. Et je voulais vous dire à quel point c'est précieux ce moment où on peut vous voir. Enfin là, je vous vois pas du tout, hein, mais vous rencontrer, vous parler des livres sur lesquels on travaille depuis parfois assez longtemps. Voilà. Et on commence sans plus tarder avec de la poésie, avec le seul documentaire de la rentrée chez Actes Sud Jeunesse, 72 saisons au Japon, d'Emmanuel Grudman et Gilberte Nyambourger. Oui, c'est un livre concocté par une autrice et une illustratrice qui ont toutes les deux une fibre nature, une fibre environnement assez prononcée. Et elle nous propose un almanach, un calendrier de la nature qu'on appelle au Japon Kyurieki. Alors figurez-vous que, nous on a 4 bêtes saisons, c'est vraiment nul. Au Japon, il y a 72 micro-saisons qu'on appelle des ko et qui font partie de subdivisions de seki qui sont des parties de l'année. Donc il y en a 24 dans l'année et dans les 24 seki, il y a 3 micro-saisons. Et donc ce sont des saisons qui mettent l'accent sur des événements très ténus qui se passent dans la nature. Ça commence le 4 février. L'année commence le 4 février par le vent d'Est fait fondre la glace. Après, on va avoir, à la fin du mois de février, le brouillard a du mal à disparaître. Ensuite, on aura les fleurs de cerisier, premières fleurs de pêcher, le retour des hirondelles. Voilà, toute l'année, comme ça, est déclinée à travers les pages. Donc sur chaque page, on a à chaque fois le nom de la saison écrit en japonais, avec la transcription en japonaise. Et puis des images que Gilberte a réalisées vraiment à hauteur d'enfant. Les enfants sont vraiment très présents. C'est comme si c'était... Voilà, on était redevenus enfants et qu'on regarde assis dans l'herbe tout ce qui se passe autour de nous et qui est magique finalement. Et c'est donc 72 saisons au Japon, le documentaire de la rentrée. On poursuit avec le roman François, avec la boutique des ténèbres de Vincent Mondiaux et Enora Sabi. Vincent Mondiaux qui, vous le savez, dirige désormais chez Actes Sud la collection d'horreur nocturne. Alors la boutique des ténèbres, c'est un livre qui est composé de 13 courts récits où le paranormal et l'étrange ont la part belle. Et je propose qu'on commence par une lecture de Clémentine et on en parle juste après, François. Ce piège à fantômes m'a coûté toutes mes économies. Mes parents m'ont dit que j'étais, je cite, « la pire des bonnes poires » et qu'ils allaient se plaindre à la boutique. Moi, je ne pense pas qu'ils osent, parce que le vendeur leur fait peur. Et puis moi, je m'en fichais d'avoir dépensé tout mon argent, parce que ça faisait déjà 3 semaines que ça durait et qu'il fallait que ça cesse. Merci. Clémentine, on va entendre un deuxième court extrait dans quelques instants, mais François, sur ce projet, c'est la deuxième collaboration de Vincent Mondiaux et Enora Sabi. Oui, il a fallu attendre 3 ans pour avoir ce nouvel opus signé de ce duo magique. Mais bon, après tout, la rareté, la lenteur, ce sont aussi des qualités, des vertus en matière de création. Et vous vous souvenez sans doute d'Émergence 7, un roman graphique qui avait vraiment marqué les esprits, qui a été un coup de cœur de beaucoup d'entre vous. Et vraiment plaisir à retravailler avec eux sur ce livre-là. Donc le décor, ça n'est plus une île bretonne où un monstre marin mystérieux sème la panique. Là, c'est une boutique de quartier qui a l'air d'exister depuis toujours, que les habitants connaissent, que les enfants connaissent particulièrement parce qu'elle est près d'une école et dans sa vitrine, il y a des objets bizarres, mystérieux qui aimantent le regard des enfants. Et comme tu disais, donc c'est 13 histoires courtes. Donc les histoires courtes qui sont racontées, ce sont les enfants qui sont venus chercher un objet, ou parfois c'est le marchand qui leur a donné un objet. Et comme dans Émergence 7, c'est un livre, c'est quasiment une centaine de pages tout en couleur. Donc ce sont des planches
le plus souvent pleine page, donc qui favorise une véritable immersion, on va dire, dans le récit. Et cette présence importante des images, je pense aussi est particulièrement adaptée à des enfants qui ont du mal avec la lecture, avec les non-lecteurs. Et donc là, on a vraiment une espèce de, j'ai presque envie de dire, de chaînon manquant entre le manga et le roman. Hein, donc là, on a un texte qui n'est pas très long, donc qui n'est pas intimidant. Et au fond, l'image, les jeux chromatiques vont aussi remplir les blancs, les silences du texte, que c'est un texte qui fonctionne aussi beaucoup par ellipse. Et on va trouver les réponses, on va trouver des indices dans l'image, on va aussi trouver des surprises. Donc c'est une œuvre qui est vraiment originale graphiquement. Je pense que aussi, comme pour tous les œuvres de Vincent Mondiaux, c'est une œuvre poignante qui parle aussi d'émotion. Donc ça parle d'amitié, ça parle de transmission, ça parle aussi de sujets graves comme le deuil. Donc la comédienne vient de nous lire donc un des premiers textes qui est cette histoire de cette petite fille qui va chercher un piège à fantômes. Et parce qu'en fait, elle a perdu son chien, et donc c'est une manière d'essayer de trouver un remède à son angoisse. Et puis parfois, c'est aussi une chose plus prosaïque. Hein, c'est un enfant qui va chercher des antisèches pour avoir enfin des bonnes notes et faire plaisir à ses parents. Et derrière, donc, l'apparente comme ça simplicité des textes, il y a une vraie profondeur psychologique, hein, comme toujours chez Vincent. Et je pense qu'une des raisons aussi de ne pas manquer ce texte, parce que c'est encore un texte, une proposition de Vincent, différent de ce qu'il nous a proposé jusqu'à maintenant. Et voilà, c'est un auteur qu'on accompagne depuis maintenant un certain nombre d'années et qui à chaque fois nous surprend, et je suis certain va vous surprendre et va vous procurer un vrai plaisir de lecture. Vous aurez un vrai plaisir aussi à conseiller. Et je vous propose qu'on écoute un deuxième extrait. Au volant de sa petite camionnette, le vendeur regarde par le rétroviseur les objets entassés à l'arrière. Il y a de tout. Un attrape-rêve, une boîte noire et dorée, des dizaines de clés, des statuettes, de la peinture, des livres, des cartes, des billes et des jouets. Une vie entière à fournir aux gens ce qu'ils désirent, ce dont ils ont besoin. Le vieil homme a des souvenirs à revendre. Tous ces enfants qu'il a parfois aidés, parfois condamnés. Les objets que l'on accumule, ils sont toujours des morceaux d'existence, des fragments abîmés d'époques terminées. Les fantômes incomplets de ceux qui les ont possédés par le passé, les échos de leurs espoirs ou de leurs peurs. Merci beaucoup, Clémentine. Et on voit à l'écran donc ces illustrations effectivement avec quelque chose d'extrêmement immersif, un écho évidemment aussi à une esthétique des films d'animation, des jeux vidéo indépendants, et quelque chose effectivement d'extrêmement fort et marquant. C'est donc la boutique des ténèbres. On enchaîne avec Le secret des mésanges d'Antoine Lanciot et Pierre-Luc Grangeon. Et avant que tu nous en parles, on regarde le teaser du film d'animation dont ce livre est l'adaptation. Bon, tout le monde est là ? Un peu de musique. Et c'est parti! Arrête! Qu'est-ce que tu fais? Donne-moi ça, toi! C'est une clé. C'est la clé du trésor. Poursuivez les mésanges! Vous l'avez vu, c'est un film qui va sortir le 22 octobre. On avait été approché par le producteur Folimage, qui est un producteur en animation assez connu et récompensé souvent, pour en faire l'adaptation en livre. Et on a pris le parti de faire un roman illustré, parce qu'il y a une histoire assez touffue, assez détaillée, et qu'il y avait beaucoup d'images aussi qu'on avait envie de montrer, d'images du film. Donc on a fait un roman illustré qui va faire au moins 224 pages, qui va être relié et qui va vraiment raconter de près l'histoire, ce qui se passe dans le film.
Ce qui se passe dans le film, donc c'est une histoire qui se passe sur un chantier de fouilles archéologiques. Tout à fait. Donc, la petite Lucie arrive au village de Bectoile, retrouver sa maman qui est archéologue et travaille sur un chantier dans le château du village. Et pendant ses vacances, elle va aller de découverte en découverte, de rencontre en rencontre. Alors, il y a tout un tas d'animaux, il y a tout un petit bestiaire qui vont devenir ses amis proches. Il y a son ami Yann là, qui est sur la mobilette. Et puis, il y a toute une quête des origines de sa famille à elle, parce qu'il se trouve que sa maman a vécu dans le village autrefois, qui se déroule à travers moult aventures et moult péripéties assez drôles, des dialogues assez enlevés. Et c'est très distrayant, c'est très sympa. Il y a beaucoup de bruitage, il y a le petit bruit des petites mésanges. Et puis on a ces images qui sont les images tout en papier découpé du film. C'est très très beau et qui sont très jolies. Donc je vous engage à la fois à aller voir le film quand il sortira, parce que franchement ça va valoir le coup. Et puis aussi à lire le roman. C'est donc le secret des mésanges. François, un mot très rapide de Welcome Home de Catherine Dabadi. Oui, parce que vous allez vous allez pouvoir repartir avec le livre dans le sac. Donc après, Au nom de l'ours, Dernière manche, Mauvais sens, c'est son nouveau roman. Je pense que c'est le plus accompli, le plus fort. Ça se passe aux États-Unis, dans le nord-ouest des États-Unis, et dans une région de déclassée où sévit aussi la crise des opiacés. Donc il y a un fond, un background qui est vraiment très intéressant dans le roman. Et on suit le parcours de Moll qui sort tout juste de prison, qui retrouve sa sœur, son neveu, et ces trois personnages, ces deux sœurs notamment, qui sont vraiment des cabossés de la vie. Et puis elle retourne dans la ville où elle a grandi, et les portes se ferment les unes après les autres. Et en même temps, voilà, elle va s'en sortir. Ça va être un vrai mélodrame, un mélodrame un peu à la Almodovar. C'est vraiment, ça vous arrache les larmes. Donc si les larmes ne vous montent pas aux yeux, c'est que vous n'avez pas de cœur, franchement, parce que c'est un roman vraiment très poignant, très fort, et en même temps lumineux. Voilà. Donc une super lecture, un magnifique roman. En tout cas, je suis particulièrement fier pour cette rentrée. Et c'est donc Welcome Home, et on passe maintenant titre ironique, évidemment, aux albums. En commençant, Cathy, par Mais où va Paulette de Camille Giordani et Thomas Bass, et tu nous en parles juste après une courte vidéo. Une pépite signée Thomas Bass et Camille Giordani. Camille Giordani, c'est son deuxième titre avec nous. Elle est connue pour avoir fait plusieurs documentaires, et là c'est son deuxième album qu'elle nous a proposé. Et ce texte nous a semblé absolument parfait du début à la fin. Pour vous dire, on l'a très peu travaillé au niveau du texte, tellement il était bon, et ça n'arrive pas souvent, donc ça vaut le coup de le souligner. Et pour ce titre, on a tout de suite pensé à Thomas Bass, qui a apporté comme ça un travail lumineux autour des paysages. Avec Camille, qui est l'éditeur des albums, ils ont travaillé ensemble. Avec un côté très cinématographique. Exactement, très le travelling en fait, et de suivre ce personnage de Paulette à travers différentes scénettes, dans son parcours jusqu'à son but final, que je vais vous révéler parce que c'est toute la surprise. Tout tient à cette petite chute où Paulette traverse comme ça plusieurs paysages absolument sublimes, une forêt où elle croise le chemin d'une biche, où elle essaye d'éviter des limaces, et elle parcourt la campagne, la ville, etc., pour arriver à cette école où elle doit se dépêcher parce qu'elle est en retard. Et pourquoi elle est en retard? Pourquoi elle est attendue? Parce que c'est la maîtresse.
Et ça tient à ce jeu-là et à ce fantasme aussi. Exactement. De se dire que oui, en fait, les profs ont une vie à l'extérieur de l'école. Étrangement, ils ne vivent pas à l'école. Les maîtresses vivent à l'extérieur et elles sont un peu comme leurs élèves. Et tout tient justement dans cette chute-là, puisque quand on lit le livre, on ne s'attend pas du tout à ce que ce soit elle, la maîtresse. Et ça a été un vrai plaisir en fait, de travailler autour de ce titre, de cette thématique aussi qui peut effrayer parfois les enfants, l'école, etc. Et là, ça montre qu'au final, nous sommes tous liés à cet environnement. Et c'est donc Mais où va Paulette, et on passe, et je vais essayer... Et je précise, pardon, que vous aurez le livre dans les sacs. Oui. Et on passe, et je vais essayer de le dire bien du premier coup, à Papa cherche ses chat. Je savais que j'arriverais pas à le dire. Pourtant, je l'ai répété. Je t'assure que je l'ai répété dans le métro ce matin de Péguinil. Mais je te laisse donc le redire bien. Papa chat cherche son chat, c'est un vrai exercice pour pouvoir le prononcer. Et ce texte-là, en fait, ce livre-là, ce projet que Peggy nous a proposé, il est absolument surprenant, parce que dans toute sa bibliographie, on la connaît beaucoup pour son travail autour des cherche et trouve, la série des cachés, cachés dans les rêves, cachés dans la mer, etc. Et depuis plusieurs années, elle prend de plus en plus confiance, elle écrit ses textes, elle construit ses histoires. Et pour ce projet, avec Camille, ils ont réfléchi à un nouvelle narration. Elle avait envie de s'essayer plutôt à l'univers de la bande dessinée. Ça, on est vraiment entre l'album et la bande dessinée. Exactement. Avec un texte extrêmement simple, ciselé vraiment pour les petits, pour pouvoir appréhender cette histoire absolument mignonissime. C'est le mot, s'il faut retenir sur cet album, où un papa chat, une maman chat s'aiment d'amour et décident de faire des enfants. Ils s'imaginent avoir un ou deux chatons, mais au final, maman chat devient ronde, à tel point qu'elle roule, et c'est une centaine de chatons qui naissent. Donc on en connaît 20, dont on connaît les noms. Donc vous avez Frisquette, Flocon, Chafouin. On peut s'attacher et s'amuser à les retrouver. C'est ça, c'est qu'il y a quand même ce côté cherche et trouve est quand même présent. Oui, elle a gardé pour avoir ce jeu, pour avoir aussi toujours ce petit travail autour plutôt ce souci de développer l'attention des petits. On sait que c'est un sujet qui peut être assez complexe. Et puis elle avait aussi envie de retravailler de façon plus traditionnelle. Donc c'était aussi l'occasion de revenir à un travail pictural beaucoup plus proche, beaucoup moins froid aussi, et de retravailler avec les encres, la peinture, etc. Donc magnifique. Et quand j'en parlais avec Camille, il me disait aussi qu'elle s'était inspirée des récits racontés par les enfants dans la narration, l'idée que ça parte complètement dans des délires vraiment racontés à hauteur d'enfant, et la capacité à justement partir complètement dans des histoires folles. Oui, parce que quand on suit leur aventure, ils croisent un chien, et ils se font attaquer par un renard, et ils suivent une petite souris. Ce sont des chatons absolument intrépides qui n'en font qu'à leur tête, qui n'écoutent pas du tout leurs parents. Sacré chaton. Donc c'est bourré d'humour, et suivez les aventures. Et c'est donc Papa chat cherche ses 100 chats. Bravo, Péguinil. Cathy, on poursuit avec Bouti Paradis de Jovitech avec Rimena Estibaliz. Clémentine va nous en lire un extrait dans quelques instants, mais un mot peut-être du projet dans sa globalité avant. Oui, c'est un texte qu'on avait reçu de Jovitech à un moment où elle avait un peu plus de mal à écrire des romans, un texte plus long, et où cette histoire lui est venue et où elle nous a proposé un texte à la fois extrêmement poétique, très doux, extrêmement tendre aussi autour des liens, de la rencontre, de l'accueil des personnes qui peuvent être différentes de nous, et comment se tisse une merveilleuse amitié à travers aussi la mémoire. Et je vais laisser Clémentine nous en lire quelques mots. Et peut-être juste une précision, parce que vous allez voir défiler les images. Ce ne sont pas encore les images définitives que vous voyez, ce sont les refs. Donc voilà, mais ça vous permet de vous projeter dans ce que sera ce très beau livre. Des dizaines de carrés de laine crochetés entre eux, des centaines d'écheveaux déroulés, des milliers de fils tissés depuis des années et des années. Voilà ce que c'était cette couverture.
Tiziri disait qu'il suffisait de s'enrouler dans la laine, de glisser sous les mailles pour que les images défilent, que les heures s'étirent, que les histoires des disparus reviennent valser avec celles des vivants sous le chant des oiseaux. C'était tout. C'était ça la couverture, et elle n'avait pas le mode d'emploi. « Tu veux dire que ta couverture parle vraiment ?» poursuivit Sophia. « C'est pas la couverture, c'est les esprits qui racontent. »« Genre des fantômes, tu veux dire ?» s'enquit Bernie, devenu blême. « Oui, c'est ça. » Merci Clémentine. Alors vous l'aurez compris, les questions de couverture dans cette histoire et d'une couverture un peu particulière. Donc nous sommes dans une école, tout ce qu'il y a de plus banal, et une jeune petite fille, Tiziri, vient d'arriver. Elle n'est pas tellement acceptée par les autres élèves, ils ne la comprennent pas, ils la trouvent bizarre, différente, elle n'est pas comme eux. Et un jour où ils discutent des cadeaux qu'ils reçoivent à Noël, chacun parle des super bidules, machins et autres objets qu'ils ont reçus. Et quand on l'interroge, Tiziri évoque le fait qu'elle a eu une couverture en cadeau. Et cette couverture est donc un peu spéciale puisqu'elle porte en elle les histoires de sa famille. Et les autres enfants sont absolument effrayés et lui demandent de plus du tout en parler parce que c'est très bizarre quand même, cette couverture qui raconte des histoires, des fantômes. Et l'héroïne est intriguée et elle va commencer à s'intéresser en fait à Tiziri, qui elle est. Et elle va lui demander de pouvoir écouter l'histoire de cette couverture, de ce bouti qui est son paradis et qui a été tricoté et cousu et assemblé par les femmes et les filles de la famille de Tiziri. Et elle entend en fait l'histoire de la grand-mère de Tiziri, de l'arrière-arrière-arrière-arrière-grand-mère de Tiziri. Et comme ça, ce lien autour de la couverture et du fil dessine aussi le lien qui se noue entre l'héroïne et Tiziri, qui commence une très belle amitié. Et on peut peut-être dire un mot aussi des illustrations. Ah oui, je le disais, l'illustratrice est mexicaine. Il y a quelque chose de cette tradition, justement, des grandes œuvres murales. En tout cas, on sent quelque chose d'un univers extrêmement puissant. Dès même là, en voyant les images qui ne sont pas définitives, on le sent. Oui, c'est ça. Donc, encore une fois, ce ne sont que des crayonnés, mais ils sont extrêmement aboutis et extrêmement beaux. Donc, je vous laisse penser le résultat final. Et elle a voulu justement inclure cette tradition picturale mexicaine. On est moins dans la narration que dans le motif, dans le symbolisme. Exactement, c'est pétri aussi de réalisme magique, de la culture, comme ça, de la tradition, de l'oralité aussi, et des liens entre les mères et les filles. C'est aussi un album, entre l'album et le roman de première lecture, pour inviter justement à découvrir cette histoire qui parle aussi de sororité. Et le travail de Jimena à chercher justement à nouer et tisser ce fil. Donc vous allez avoir cet élément graphique qui est un élément conducteur, en fait, qui est le fil rouge de l'histoire. Et c'est extrêmement beau et tout en retenue, tout en délicatesse. Je pourrais en parler très très longtemps, donc il va falloir m'arrêter. C'est Bouti Paradis, donc merci Cathy. Merci. Et on poursuit Isabelle avec de fils en aiguille de 100% orange. C'est un duo d'illustrateurs japonais. C'est un livre qu'on a concocté en partenariat avec Hermès. Il a été publié originalement au Japon et apparemment c'est très très bien vendu là-bas par l'éditeur Kodansha. Et voilà, du coup, Hermès nous a demandé d'en faire l'adaptation en français. Il y a aussi une version anglaise qui paraît en même temps. Et donc, c'est une histoire assez simple de cet artisan sellier qui est dans sa boutique et qui voit rentrer ce petit chien tout mignon. Le petit chien lui demande de lui faire un collier. L'artisan n'est pas trop sûr de savoir faire parce que lui, il est sellier, il ne fait pas des colliers. Mais quand même, il y arrive. Et puis après, le chien l'entraîne dans moult aventures à travers la ville. Ils vont rencontrer un petit écureuil qui va demander une petite sacoche pour mettre ses petits trésors, une maman kangourou
qui a besoin de plusieurs poches pour mettre tous ses petits, parce qu'il y en a beaucoup. Un lion qui a envie d'avoir des rayures de tigre. Voilà, on n'est jamais content de ce qu'on a. Un éléphant qui veut un chapeau pour le protéger du soleil. Et puis enfin, un pingouin qui veut une cape pour pouvoir rentrer chez lui, pour pouvoir voler et rentrer chez lui. Et donc, à chaque fois, l'artisan s'exécute et réalise voilà, il y a un petit gimmick qui revient de page en page et réalise l'objet demandé, le vêtement demandé, l'accessoire demandé par l'animal. Et à la fin, donc, il les voit tous partir vêtus ou équipés de leur nouvel objet. Et il va rentrer à la boutique avec le chien. Et voilà, c'est un livre tout en simplicité, en humour. Qui dit le soin qu'on porte à faire les choses. Voilà, exactement. C'est aussi voilà, une tradition du savoir-faire. Alors, c'est Hermès, ça fait partie un peu de leur... voilà, de leur je ne sais pas comment on appelle ça, hein, de leur ADN, oui. Mais c'est aussi finalement le nôtre et de celui de beaucoup de gens qui travaillent dans la création et qui travaillent dans l'artisanat. Parce qu'au fond, on est aussi des artisans. Cathy, on passe au grand concours des affreux de Swan Merali et Bruno Salamon. Oui, un livre qu'on attend impatiemment. Donc, le travail de Bruno Salamon, vous le connaissez déjà. Il est le papa avec Antoine Dolle du Monstre du placard et de son petit humain. Et Bruno Salamon adore dessiner des monstres. Alors quand il a reçu ce texte de Swan Merali qui proposait un concours d'affreux, il s'est dit c'est pour moi et c'est pour nous. Et on a travaillé avec ce duo et avec Camille à construire voilà, un livre qui va parler de tous ces affreux, ces vilains, ces pas beaux, ces méchants qui habitent notre univers. Puisqu'on a cette petite fille donc, qui va se faufiler dans un trou de souris et elle va se retrouver en plein milieu du concours des affreux. Le concours annuel où on réunit tous les plus puants, tous les plus poilus, tous les plus piquants pour savoir qui détient la palme et qui est le plus affreux des affreux. Et on le voit, Bruno Salamon s'est vraiment régalé à dessiner ces affreux. Ah oui. Et il a aussi travaillé avec une nouvelle palette. L'idée, c'était justement de sortir aussi de la gamme qu'il a l'habitude de travailler pour Le Monstre du placard, où ici, il expérimente et il se fait plaisir, il va dans des directions qu'il n'avait pas encore explorées jusqu'à présent. Et c'était le travail qu'a effectué Camille avec lui pour mettre en scène voilà, ce grand concours où Enola va prendre part parce qu'elle veut absolument ramener un gros gnognon et le montrer à sa maman pour lui montrer que elle peut pas se brosser les dents, il y a des gros gnognons qui lui empêchent. Et c'est très drôle et c'est savoureux. Et on a envie aussi de travailler avec une suite et de faire évoluer alors ce personnage, cette galerie de méchants et de vilains. Et pour ça, n'hésitez pas à en parler, à le vendre autour de vous, parce que le succès de la suite dépend aussi de ce premier titre. Et c'est donc le grand concours des affreux. Et on termine, Isabelle, cette présentation par une opération Crocolou. Oui, alors Crocolou, c'est le petit héros miroir qui ressemble, qui a la même vie un peu que tous les petits entre 2 et 3 ans. Et on a voulu essayer de faire grandir sa notoriété en faisant une opération à destination du grand public. Donc cet été, il y aura une distribution gratuite dans les stations-service de plein d'exemplaires de Crocolou. Et on espère avec cette opération de marketing le faire encore plus connaître, voire même le faire encore plus revenir dans les librairies. Et parce qu'en Crocolou, on l'aime beaucoup. C'est un héros. C'est un héros avec une typologie particulière, mais qui porte aussi vraiment l'identité de la maison. Et on regarde tout de suite une petite vidéo de Crocolou. Oui, qui effectivement fait partie de l'opération.
peut-être le mot de la fin? Oui, eh bien, voilà, j'étais très contente d'être là. Simplement dire que vous signalez que parmi les autres titres dont on n'a pas parlé, nous aurons le retour de Lionel en petit format carré, le Lionel des origines. Et je vous livre un scoop, Lionel vient d'avoir un petit frère. Merci beaucoup, merci à tous les trois.